Merci. Alors, pour vous dire que comme le diplôme universitaire de nutrition et de diététique médicale est intimement lié à notre travail associatif de l'ADN, il reste encore pour cette année quelques quinzaines de places qu'il profite de faire l'inscription dialogue auprès de M. Taheri, le service de scolarité. C'est vrai que nous sommes très heureux que notre diplôme universitaire de diététique médicale et de nutrition est devenu un diplôme international. Cette année, il y avait des Algériens inscrits avec nous. Pour l'année prochaine, il y a des Algériens, il y a des Canadiens et beaucoup de Marocains. On est très content que cet élan est arrivé donc, pour ceux qui veulent s'inscrire, ou qui connaissent ceux qui veulent s'inscrire, qu'ils profitent au cours de ce congrès. Merci beaucoup. Merci, Selzrak, de ces précisions. Chers consoeurs, chers confrères, avant de donner la parole au professeur Meunier, j'aimerais dire un petit mot pour le comité de l'ADN. Le bureau est vraiment magnifique par son dynamisme, par son action, et le choix des thèmes est judicieux, le choix des orateurs, qu'ils soient nationaux, internationaux et de qualité, et je leur souhaite un grand succès à ce congrès. Donc, M. Meunier a 30 minutes pour nous parler des moyens pour rendre la contrainte diététique moins astreignante, plus agréable et supportable. Je ne sais pas ce qu'il va réussir, mais la parole est à lui. On va essayer. Donc, le titre vous a été donné, vous l'avez lu également sur l'écran. Tout à l'heure, le professeur Olivier Ziegler vous a donné un certain nombre de recommandations sur le plan diététique, et vous vous êtes empressé en sortant de faire tout le contraire de ce que le professeur Olivier Ziegler vous a dit. Donc, il faut essayer de trouver des compromis, et en particulier quand un sujet est sous régime, essayer de lui donner des consignes pour essayer de rendre son régime au moins supportable, et si on le peut, essayer de le rendre agréable. Quand vous prescrivez un régime, quoi qu'il arrive, c'est exactement la même chose que pour les médicaments. Vous cherchez d'avoir 4 objectifs. Premièrement, ce qu'on appelle l'efficacité. Mais l'efficacité, c'est 4 composantes qui sont l'efficacité et la sécurité. L'efficacité, ce n'est pas la même chose que l'efficacité. Quand vous donnez un traitement, par exemple, contre le cholestérol, vous essayez de faire baisser le cholestérol. Vous essayez ensuite que ce traitement soit sûr, c'est-à-dire qu'il ne donne pas d'effets secondaires. Et puis ensuite, autant que possible, et ça c'est surtout valable pour les régimes, vous essayez que la qualité de vie soit remplie et que le malade soit satisfait. Donc c'est un équilibre entre ici le médecin, ça c'est la face du médecin, il cherche l'efficacité et la sécurité de son traitement, et le malade, qu'est-ce qu'il cherche? Il cherche bien sûr l'efficacité et la sécurité, mais la face du malade est ici, il cherche surtout à préserver sa qualité de vie, et il cherche bien sûr à être satisfait du traitement qui lui a été administré. Alors prenons les recommandations officielles de niveau A que vous a présentées tout à l'heure Olivier Ziegler. Bon, je les ai résumées. Ce sont les recommandations, les dernières recommandations américaines qui ont paru en 2015. Il y en a au moins 2 qui sont fondamentales. Moins de 10% des calories sous forme d'acides gras saturés, moins de 35% des calories sous forme de lipides, et je ne sais pas si celle-là y est toujours, moins de 300 mg de cholestérol par jour. Ceci, je dis toujours, c'est peut-être très bien, mais c'est infaisable. 300 mg de cholestérol, c'est ce qu'il y a dans un jaune d'œuf. Donc si vous voulez par conséquent avoir un régime à moins de 300 mg de cholestérol par jour, ça veut dire qu'il faut éviter les œufs. Puis ensuite, un petit morceau de viande de 100 grammes, ça contient déjà 100 mg de cholestérol.
Donc 300 mg plus 100 mg, ça vous fait déjà les 400 mg. Prenons l'exemple de l'obésité. Dans l'obésité, vous cherchez bien sûr l'efficacité. L'efficacité, c'est de réduire les calories, de réduire également les apports lipidiques, mais vous avez à ce moment-là un manque de quantité alimentaire et vous avez un manque de qualité, parce qu'on va y revenir dessus. Si vous supprimez trop les lipides, vous supprimez une composante majeure de l'alimentation, qui est la sensation en bouche, et parmi cette sensation en bouche, il y a l'onctueux. Or, ce sont les graisses qui vous apportent l'onctueux. Par contre, quand vous traitez l'obésité, il y a également des avantages pour le patient. S'il perd du poids, il améliore ses capacités physiques, il a une impression de rajeunissement, donc il n'y a pas que des contraintes dans le régime de l'obésité. L'important, c'est surtout d'éviter ces deux contraintes fondamentales que sont le manque de quantité et le manque de qualité alimentaire. Alors pour ça, pour éviter d'abord le manque de quantité alimentaire, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser des leurres de masse, et en particulier, je vais vous parler très rapidement des aliments allégés. Ah, qu'est-ce qui s'est passé? Excusez-moi, je crois que je suis passé un peu vite. Le manque de qualité alimentaire, il faut introduire des leurres. Avant, c'était des leurres de masse. Là, ce sont des leurres gustatifs. Donc, il va falloir jouer sur un certain nombre de facteurs. La sensation en bouche, les saveurs, les arômes, pour récupérer des leurres gustatifs et pour reproduire soit l'onctueux, soit le goût sucré, soit éventuellement le goût salé, bien que ça, ce soit plus difficile à faire. Alors voyons tout d'abord les méthodes pour alléger un aliment. Vous savez qu'un aliment, en général, est constitué par 3 types de constituants fondamentaux: les lipides, les glucides, les protéines. Quand on allège un aliment, en général, on ne touche pas aux protéines. On touche par conséquent aux aliments ou aux nutriments qui sont les plus hypercaloriques, les lipides, qui, vous le savez, apportent 9 kilocalories par gramme, que l'on peut remplacer par des protéines, que l'on peut remplacer par des amidons modifiés, dont vous passez de 9 calories par gramme à 4 calories par gramme. C'est ce que fait l'industrie agroalimentaire en introduisant des protéines dans des crèmes glacées ou en introduisant des amidons modifiés, par exemple, dans des sauces allégées. La solution la plus radicale, je dirais, c'est de remplacer les lipides par de l'eau. C'est ce qui se produit dans les corps gras allégés. C'est ainsi qu'on fabrique ce qu'on appelle des beurres allégés, des margarines allégées, d'ailleurs, qui est un terme qui est proscrit normalement. Ce sont des pâtes à tartiner. Vous savez que le beurre contient à peu près 80% de lipides et 15% d'eau. Donc on peut fabriquer actuellement par des méthodes qui sont très sophistiquées, en introduisant des agents émulsifiants qui ont des pôles lipophiles et des pôles hydrophiles. On peut fabriquer actuellement des pâtes à tartiner qui contiennent uniquement 20% de lipides et 80% d'eau, qui sont par conséquent à densité énergétique relativement faible et qui permettent de reproduire malgré tout la même masse quand vous mangez 10 grammes de beurre allégé ou de pâte à tartiner, c'est comme si vous mangiez 10 grammes, tout au moins en volume, de beurre normal. Pour les glucides, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut utiliser soit des édulcorants de charge, ce sont les fameux sucres-alcool dont je vous parlerai tout à l'heure. Là, vous remplacez 4 calories par gramme par 3 calories par gramme. Donc il faut savoir que l'économie calorique, quand vous mettez des sucres-alcool dans un produit, l'économie calorique est faible. Par contre, l'économie calorique est très forte quand vous remplacez des glucides, 4 calories par gramme, par un édulcorant intense, comme l'aspartame ou l'acésulfame, qui, eux, n'apportent pratiquement 0 calorie. 0 calorie. Donc vous remplacez 4 calories par 0 calorie. On va essayer de voir tout ça, tout d'abord pour reproduire l'onctueux. Normalement, dans un régime équilibré, là je vous ai mis un exemple, on dit qu'il faudrait apporter 45% de glucides, certains disent davantage, qu'il faudrait apporter à peu près 20% de protéines dans un régime amaigrissant, puisqu'il faut enrichir un petit peu en protéines,
Et théoriquement, si on suit les recommandations internationales, il faudrait moins de 10% de graisse saturée et moins de 10% de graisse polyinsaturée. 7,5% plus 7,5%, vous le voyez, ça ne fait pas grand-chose, ça fait 15%. Donc si vous voulez récupérer en termes de lipides, eh bien, il faut apporter autre chose que des graisses polyinsaturées ou que des graisses saturées. Et pour essayer de remonter à un apport lipidique total de l'ordre de 35%, vous n'avez qu'une seule solution, c'est d'apporter des graisses monoinsaturées sous forme de graisse végétale. Je vous rappelle d'ailleurs que c'était l'effet des monoinsaturés, des huiles monoinsaturées, il est triple. Premier point, ce sont des huiles végétales, c'est la première des choses, qui apportent par conséquent de l'onctueux. Les acides gras monoinsaturés, tout au moins par certaines études dirigées à l'époque par Scott Grundy, ça a montré son efficacité en termes de santé. Et ensuite, troisième caractéristique qui n'est pas la moindre, les huiles monoinsaturées, en particulier l'huile d'olive, contiennent des polyphénols, dont l'un des noms est l'hydrotyrosol, et ces polyphénols apportent des arômes, dont l'huile d'olive avec l'huile de noix et avec l'huile d'argan sont des huiles qui ont des arômes. Toutes les autres huiles sont purifiées, que ce soit l'huile de tournesol, l'huile de maïs, tout ce que vous voudrez. Ces huiles sont des huiles qui apportent de l'onctueux, mais qui n'apportent pas d'arômes. Donc l'huile d'olive a l'avantage de vous apporter les arômes qui ne sont pas dans les autres huiles, tout simplement parce que l'huile d'olive n'est pas purifiée. Et si vous amusez à purifier l'huile d'olive, eh bien vous lui ferez perdre absolument tous ses arômes. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop la chauffer, parce que vous perdez des arômes si vous chauffez l'huile d'olive. Donc on peut jouer sur, si vous utilisez des aliments allégés pour réduire l'apport en saturé, il faudra obligatoirement, pour retrouver un effet de masse et pour retrouver une onctuosité de l'alimentation, il faudra apporter des huiles végétales, autant que possible aromatiques. Quelques exemples d'aliments allégés, qui sont essentiellement des aliments allégés en glucides. L'exemple le plus typique, ce sont les sodas light ou les sodas zéro, les coca light ou les coca zéro, qui ne contiennent pas du tout de calories, puisqu'à l'intérieur, vous avez enlevé complètement le saccharose, et vous avez remplacé le saccharose par tout simplement de l'aspartame ou de l'acésulfame qui apporte 0 calories. Donc quand vous buvez du Coca-Cola Light, vous avez 0 calories d'apport. Ce n'est pas du tout la même chose pour le chocolat dit allégé, qu'on appelle le chocolat sans sucre. Ce chocolat sans sucre, tout simplement, c'est un chocolat dans lequel on a remplacé le saccharose, tout simplement par des sucres-alcools, donc par du xylitol en d'autres termes. Et je vous ai dit tout à l'heure que ce xylitol apporte à peu près autant de calories que le saccharose. Donc c'est bien pour éviter les caries, c'est bien pour éviter les montées glycémiques excessives chez les diabétiques, en particulier insulinés, voire même chez les diabétiques de type 2. Mais attention, si vous donnez du chocolat allégé sans sucre à un obèse, vous lui apporterez exactement le même nombre de calories que si vous apportez du chocolat normal. Il faut le savoir. Après, vous avez... Pourquoi ? Eh bien parce que tout simplement, je vais vous l'expliquer à la fin, parce que la quantité de sucre de saccharose, vous l'avez remplacée par du xylitol, gramme pour gramme. Et comme la quantité de calories entre le xylitol et le saccharose est la même, à peu de choses près, c'est 4 kilocalories contre 3 kilocalories au gramme, vous avez à peu près le même nombre de calories qui sont apportées par le chocolat sans sucre et par le chocolat normal. Ensuite, vous avez des produits que je n'aime pas beaucoup, c'est les confitures dites pour diabétiques, qui sont en fait des confitures au fructose, dont il y a un peu moins de calories à l'intérieur, mais je préfère à la limite qu'un diabétique me dise « je mange de la confiture normale à condition qu'il contrôle les quantités », plutôt que de manger des confitures dites sans sucre, qui sont en fait des confitures au fructose. Alors, les édulcorants. Les édulcorants, je vous l'ai dit, ce sont des leurres qualitatifs destinés à remplacer les sucres. Vous remplacez par conséquent un produit à 4 calories par gramme par un composant qui est totalement acalorique. Alors, les édulcorants, vous en avez toute une quantité. Le premier qui a été découvert, c'est la saccharine, qui a déjà fêté son centenaire.
Depuis, il y a d'autres édulcorants. Il y a l'aspartame qui date à peu près maintenant d'une trentaine d'années, l'acésulfame, le sucralose, les cyclamates. La star dans le domaine, c'est le ribodioside A qui est la stevia, parce que soi-disant il est naturel alors que les autres sont artificiels. Pouvoir sucrant 200 fois celui du saccharose. Ça veut dire qu'en d'autres termes, que vous pouvez remplacer un morceau de sucre de 5 grammes par 25 mg d'édulcorant intense. 25 mg d'édulcorant intense, c'est pratiquement acalorique, donc vous pouvez considérer que vous n'avez pas de calories quand vous mettez par exemple de l'aspartame dans un soda light. Il y a un produit qui n'est pas utilisé en Europe, qui est le néotame, utilisé par les Américains, qui a un pouvoir sucrant qui est 4000 fois supérieur à celui du saccharose. Et parmi les édulcorants de charge dont je vous ai parlé tout à l'heure, vous avez les fameux sucres-alcools, le xylitol, le sorbitol, qui ont un pouvoir sucrant un peu supérieur à celui du saccharose. Mais vous voyez que le pouvoir sucrant est extrêmement faible, il est de 1,5, 50% de plus que le saccharose. Dans quel cas utilise-t-on ces édulcorants de charge? Eh bien, quand on veut tout simplement reproduire la masse d'un aliment. Supposez que vous vouliez faire des bonbons sans sucre, si vous y mettez de l'aspartame, c'est un bonbon qui va faire 25 mg. Donc quand vous voulez faire des bonbons sans sucre, eh bien, vous les fabriquez tout simplement avec du xylitol. Quand vous voulez faire du chocolat sans sucre, si vous remplaciez uniquement le sucre par de l'aspartame, vous auriez un chocolat qui serait réduit en masse. Donc on est obligé de remplacer le saccharose tout simplement par du xylitol, par des sucres alcools. Alors quelques informations sur les édulcorants. Vous savez que depuis des années, il y a toute une série d'intégristes qui s'énervent contre l'aspartame en particulier et qui racontent régulièrement, il y a en particulier des Italiens, des Danois qui racontent un peu n'importe quoi en disant que l'aspartame est un produit dangereux qui provoquerait je ne sais trop quoi, des cancers ou tout ce que vous pouvez imaginer. L'aspartame fait partie des additifs alimentaires. Donc comme tout additif alimentaire, il est soumis à des régulations par des instances de santé américaines ou européennes qui définissent ce qu'on appelle la dose journalière autorisée, la DJA. Je vous ai pris l'exemple de l'aspartame, c'est 40 mg par kilo et par jour. Cette dose est très faible, parce que si vous regardez la dose sans effet indésirable observée, ce qu'on appelle la DSEIO, on a pu monter jusqu'à 4000 mg par kilo et par jour sans observer d'effet indésirable avec l'aspartame, dont la dose journalière autorisée est 100 fois moindre que cette dose qui est la dose sans effet indésirable. Et si on regarde la consommation moyenne de l'aspartame dans les pays européens, elle est fixée, elle est de l'ordre de 4 mg par kilo et par jour, c'est-à-dire 10 fois moindre que la dose journalière autorisée. Donc déjà, en termes de dose journalière autorisée, on peut dire qu'on est très en dessous de la dose journalière autorisée, tout au moins en Europe, et je pense que chez vous, c'est exactement la même chose. Alors l'aspartame, pourquoi on l'accuse de tous les maux de la Terre? Vous avez ici la molécule d'aspartame. L'aspartame, vous le savez, est un dipeptide dans lequel il y a de l'acide aspartique et de la phénylalanine. La seule contre-indication de l'aspartame, c'est tout simplement les hyperphénylalaninémies, c'est-à-dire les phénylcétonuries, à cause de la présence de la phénylalanine. Et puis il y a des gens qui s'excitent sur ce radical qui est ici, CH3, qui est un radical méthyle. Et ce radical méthyle, quand vous mangez de l'aspartame est clivé par les peptidases intestinales pour libérer d'un côté de l'acide aspartique et de l'autre côté de la phénylalanine. C'est-à-dire des acides aminés qui sont normalement présents dans l'alimentation. Mais en plus, les esprits chagrins disent qu'il y a libération de CH3, de radical méthyle, et que ce radical méthyle, c'est vrai, se transforme en un alcool, qui est l'alcool méthylique. Donc, l'alcool méthylique est un alcool toxique. Le problème, c'est que la libération de méthanol ou la fabrication de méthanol est extrêmement faible.
supposez un sujet qui prenne 1 litre de Coca-Cola Light par jour, la quantité d'aspartame est de l'ordre de 240 mg et la quantité de méthanol libérée est de 22,8 mg. Si vous prenez 1 litre de jus de tomate du commerce, il n'y a pas d'aspartame bien sûr à l'intérieur, mais à cause de la transformation des produits peptiques qui se trouvent dans les jus de tomate, vous avez fabrication de 300 mg de méthanol. Donc vous avez davantage de méthanol dans 1 litre de jus de tomate du commerce que dans 1 litre de Coca-Cola Light. Et si vous regardez maintenant 1 litre de vin, alors il y a des différences bien sûr entre les vins, il y a entre 100 et 300. Le vin, bien sûr, il y a de l'éthanol, qui est l'alcool normal du vin, mais il y a entre 100 et 300 mg. Jean-Louis Chilianger vous posez des questions, c'est ça? Ah, il me reste 5 minutes, alors il faut que j'accélère. Bon, je passe sur celle-ci. Alors, la sensation en bouche, les arômes, les saveurs au secours des régimes. Ce qu'on essaie de reproduire, c'est ce qu'on appelle la palatabilité. La palatabilité, c'est 3 sensations. Premièrement, la sensation en bouche qui est l'onctueux, les saveurs, le salé, le sucré, qui sont les saveurs agréables. Par contre, l'acide, l'amer, on n'aime pas. Et puis, vous savez qu'il y a une autre sensation qui est l'umami, qui est liée tout simplement au sel d'acide aminé, le glutamate de sodium, par exemple. Et vous avez les arômes. Les arômes dans la nature, il y en a plus de 5000. Alors, différence entre les saveurs et les arômes, je vous la représente immédiatement sur la diapositive qui suit. Une saveur, ça se sent sur la langue. Quand vous mangez du sucre, quand vous mangez du sel, vous le sentez sur la langue. Un arôme, c'est une sensation que vous sentez au niveau de l'odorat. Donc un arôme doit être obligatoirement un produit volatile. S'il n'est pas volatile, vous ne le sentez pas. Ce sont donc des petites molécules. Je vous donne un exemple entre la différence entre une saveur et un arôme. Le sucre en morceaux, c'est une saveur. Si vous mettez un bout de sucre sous le nez, vous ne le sentirez pas. Par contre, si vous transformez le sucre en caramel, le caramel contient des arômes et vous sentirez l'arôme du caramel au niveau de vos papilles, ou plutôt au niveau de votre odorat. Les arômes, c'est la fameuse roue des arômes. Il y a 16 arômes fondamentaux. Je n'insiste pas. Pourquoi les appelle-t-on des arômes? Parce que tout simplement, dans ces produits, ou la plupart de ces produits, il y a un noyau aromatique que vous avez ici. C'est pour ça qu'on les appelle les arômes. Donc là, vous avez les 16 arômes fondamentaux. Alors, comment se forment les arômes? Premièrement, ils peuvent être présents de manière naturelle dans les aliments. Prenons un exemple. Si vous mangez, par exemple, des fruits, la fraise contient 358 substances aromatiques. C'est infime. C'est 0,001% du poids total du fruit. Mais c'est ça qui fait les arômes. C'est ces petites quantités qui font les arômes. Donc après, vous avez les plantes odorantes, etc., qui apportent des arômes et qui permettent d'agrémenter l'alimentation. Le chauffage. Le chauffage produit des arômes. Je vous ai cité l'exemple du sucre transformé en caramel, qui donne donc une plus-value à l'aliment. Vous pouvez avoir des arômes également au cours des grillades. Alors au cours des grillades, qu'est-ce qui se passe? Il y a une réaction qui se produit, qui est la réaction de Maillard. Le ribose qui se trouve dans les cellules de la viande va se combiner tout simplement avec des acides aminés. C'est ce qu'on appelle une réaction de glycation, ce que tout à l'heure M. Chilianger vous a désigné sous le terme de réaction de brunissement, et ça crée par conséquent des arômes. Vous avez ensuite les arômes qui proviennent bien sûr du feu de bois par lui-même si vous faites des grillades sur le feu de bois. Il y a d'autres arômes également qui proviennent malheureusement de l'oxydation des acides gras qui se trouvent à l'intérieur de la viande. Alors vous avez des oxydes ici qui ne sont pas très dangereux, mais plus vous chauffez votre viande et plus vous allez avoir des composés qui sont des composés polybenzéniques. Par exemple, le benzopyrène, qui est un composé très aromatique, mais qui par contre, lui, est un composé cancérigène. Je vous signale que c'est ces pyrobenzènes que l'on met par exemple dans les poissons fumés. Et pour faire du poisson fumé, vous avez du pyrobenzène, et c'est lui par conséquent qui donne, c'est le fumage qui donne ces produits-là.
Bon, si vous mangez du poisson fumé une fois par mois, c'est pas dangereux. Si vous en mangez tous les jours, ça poserait problème. Réaction de chauffage, donc c'est la réaction de Maillard. Deuxième réaction, c'est la fermentation, découverte, vous le savez, par Pasteur. Alors je passe sur les fromages parce que je n'ai pas le temps. Je vais vous donner tout simplement les fermentations, la combinaison de la fermentation et du chauffage, c'est-à-dire la torréfaction. Et je vais vous donner l'exemple qui me plaît beaucoup, c'est l'exemple du chocolat. Le chocolat, vous le savez, on récolte des cabosses. Ces cabosses, on les écabosse. Ça donne des graines. Ces graines, on les laisse ensuite sécher. Pendant les 6 mois, il y a des fermentations qui vont créer des arômes. Ensuite, on les sèche, et puis ensuite on les chauffe, on fait une torréfaction qui va donner des arômes liés à la chaleur. Donc c'est la succession d'une réaction de Pasteur et puis d'une réaction de Maillard pour arriver à la masse de cacao. Le problème de cette masse de cacao, c'est qu'elle a des saveurs, après fermentation et après torréfaction, des saveurs qui malheureusement sont amères. Excusez-moi, donc, le cacao a une saveur amère, il y a des arômes qui se sont formés au cours de la réaction de fermentation et de torréfaction. Le cacao, ça n'a pas d'onctueux, c'est du caillou, c'est très dur, ça a une saveur désagréable, par contre ça contient des arômes. Ces arômes sont cachés, et cachés tout simplement par la saveur amère qui domine. Pour arriver à libérer ces arômes, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut ajouter du sucre, donc donner une saveur. C'est pour ça que vous avez du sucre dans le chocolat, on transforme le cacao en chocolat, et en plus, comme le cacao n'a pas d'onctueux puisqu'il est très dur, il faut ajouter à l'intérieur une graisse pour le rendre onctueux, dont on ajoute du beurre de cacao. Le résultat de l'opération, c'est ça. C'est que vous avez 3 types de chocolat. Ici, vous avez le chocolat au lait classique, qui contient du cacao, en petite quantité, 10%, dont très peu d'arômes. Il y a beaucoup de poudre de lait. Il y a du beurre de cacao, bien sûr, pour donner de l'onctueux. Excusez-moi, ça c'est le sucre, ça c'est le beurre de cacao, et ça, le 20% ici, c'est la poudre de lait. Vous avez ensuite le chocolat noir. Dans le chocolat noir, qu'est-ce qu'on a fait? On a mis beaucoup de cacao. Là, vous avez un chocolat à 70%. Vous avez du beurre de cacao, 10% pour donner l'onctueux. Et vous avez ensuite 20% de sucre qui permettent d'exhauster tout simplement les arômes. Dans le chocolat sans sucre, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on remplace le saccharose ici par du xylitol. Donc ce chocolat, évidemment, sur le plan des arômes, il a beaucoup plus d'arômes que le chocolat au lait. Et puis ensuite, vous avez un chocolat qui n'est pas un chocolat, qui est en fait du chocolat blanc. Et ce chocolat blanc, vous le voyez, il ne contient pas de cacao. Donc qu'est-ce qu'il contient? Il contient de la graisse, dont il est onctueux. Il contient du sucre, bien sûr, dont il a un goût sucré. Mais par contre, il n'y a pas du tout d'arôme, parce qu'il n'y a pas de cacao, et parce que les arômes se trouvent à l'intérieur du cacao. Donc si vous voulez manger du bon chocolat, mangez du chocolat noir, parce que malheureusement, ces 3 chocolats, du point de vue densité énergétique, c'est exactement la même chose. Alors, 3 diapositives pour finir. Les arômes, normalement, ils doivent être consommés à une température idéale. C'est-à-dire qu'il faut que les arômes se volatilisent pour aller, bien sûr, titiller les récepteurs olfactifs. Les arômes, vous les sentez, bien sûr, sous le nez, mais vous les sentez également quand vous mettez du chocolat sous le nez, ça ne sent rien du tout, hein, c'est évident. Par contre, vous récupérez les arômes du chocolat par rétro-olfaction une fois que le chocolat a été mastiqué dans la bouche. Donc, une première consigne, quand vous mangez du chocolat, ne le mangez pas trop vite, laissez-le fondre dans la bouche pour que quand il arrive dans l'oropharynx, les arômes puissent se volatiliser et viennent titiller vos récepteurs olfactifs. Donc, il faut une température idéale. Si vous consommez un aliment trop chaud, par exemple, si vous faites cuire de l'huile d'olive, vous allez avoir des arômes qui vont vous envahir les récepteurs olfactifs, et à la limite, certains considèrent que dans la cuisine, c'est désagréable. Donc l'huile d'olive, il vaut mieux la consommer tout simplement sous forme d'huile d'assaisonnement, sinon vous allez empester la maison, et ce n'est pas très agréable d'avoir des vapeurs d'huile d'olive qui vont surstimuler vos récepteurs olfactifs.
Et puis ensuite, si vous mangez un produit trop froid, eh bien à ce moment-là, les arômes ne sont ni perçus, ni par l'odorat, ni par la rétro-olfaction. Par exemple, pour les gens qui, si vous voulez par exemple boire un vin rouge, dans lequel il y a des tas de polyphénols, eh bien le vin rouge, il faut le consommer à une température qui soit quand même relativement élevée, d'abord pour pouvoir le sentir sous le nez, et puis ensuite pour récupérer les arômes par rétro-olfaction. Si vous sortez une bouteille de vin rouge du frigidaire, vous n'aurez aucune sensation aromatique, ni d'arôme olfactif, ni d'arôme par rétro-olfaction. J'ai fini. Alors vous avez les grands principes, ça je n'y reviens pas. Ils vous ont été rappelés par Olivier Ziegler. Je vous rappelle uniquement ceci, gardez le côté plaisir de l'alimentation en jouant sur les sensations en bouche, les arômes et les saveurs. J'ai tenu le coup.